Je joue avec bonheur, avec exaltation, la scène m'ennuie, je me sens éblouissante. Baise-moi, épouse-moi, bannis-moi. C'est moi le cocu, c'est moi qu'on engueule. Prends-moi, caresse, fume. Orage au désespoir. Et voyez maintenant si cela vaut la peine de vous lever de votre fauteuil. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Hors Scène, le podcast qui dévoile les dessous du théâtre. Je m'appelle Alexandra Vépierre, je suis journaliste et normalement, un mardi sur 3, je reçois un ou une professionnelle du spectacle pour mieux comprendre ce milieu artistique. Aujourd'hui, c'est le dernier épisode spécial des Rencontres d'Avignon. Lorsque j'étais au Festival d'Avignon, j'ai eu la chance de rencontrer des professionnels du spectacle qui jouaient leurs pièces au IN. Et donc bien sûr, je partage avec vous ces entretiens. Ce sont des pièces qui seront programmées en France pour la saison 2021-2022. Donc si jamais vous êtes intéressé, je vous invite à rechercher les dates et les lieux de représentation directement. Aujourd'hui, on va entendre Eva Doumbia, qui a eu la gentillesse de m'accorder un petit entretien à la fin d'une représentation, donc ce sera un épisode qui sera un peu plus court que les autres. Elle est à l'origine du spectacle Autophagie, histoire de bananes, riz, tomates, cacahuètes, palmiers, et puis des fruits, du sucre et du chocolat. Alors Eva Doumbia est autrice, metteuse en scène et comédienne. Elle a fondé la compagnie La Part du Pauvre et est également membre fondatrice du collectif d'artistes Décoloniser les arts. On avait d'ailleurs reçu 2 autres membres de cette association dans notre épisode sur les discriminations raciales dans le théâtre. Donc si jamais ça vous intéresse, il s'agit du 4e épisode de la saison 2 de Hors Scène. Alors comment s'est construit le spectacle Autophagie ? Comment la nourriture est devenue le sujet de son spectacle ? Et enfin, quelle fonction donne-t-elle à son théâtre ? Allez, c'est parti. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous décrire votre pièce ? Alors déjà, c'est pas une pièce, c'est une cérémonie. Et vraiment, je l'assume en fait. Il y a pas de, c'est pas une pièce de théâtre dans la mesure où c'est pas construit avec une histoire, etc. C'est que s'il y a une fiction, en fait, le public est convié à cette fiction, d'une cérémonie qui s'invente sous leurs yeux, d'un plat qui se prépare devant eux et pour eux, et avec un voyage historique et géographique d'ailleurs autour des aliments qu'ils vont consommer. Donc, autophagie, c'est ce que j'appelle moi une eucharistie documentaire. C'est-à-dire qu'on rappelle d'où viennent les, on rappelle d'où viennent les aliments que nous consommons le plus quotidiennement, et on explique en fait un certain nombre de choses que finalement on devrait tous savoir, mais qui sont occultées en fait. Ça, c'est un moyen de nous raccorder en fait avec le vivant, avec le politique, avec l'histoire. Et comment vous en êtes venu alors à vous intéresser à l'origine des aliments qu'on consomme ? En fait, c'est venu je crois que c'est venu de ce jour où on m'a appris que le mafé, en fait, c'était récent. Et je savais déjà, parce que je suis curieuse et que je suis gourmande, que la patate, la pomme de terre, que la tomate, c'était pas du tout européen, et que déjà en Europe, on mangeait beaucoup de choses qui étaient pas endogènes à la base, en fait. Et en fait, en cherchant, en fouillant sur tous les aliments, on s'aperçoit qu'il y a très peu d'aliments en fait, qui sont consommés là où ils sont de là où ils sont originaires en fait. À quel point la nourriture est politique finalement ? Tout est politique. La nourriture l'est particulièrement puisque c'est vraiment quelque chose qui se partage. Alors maintenant, il y a des sociétés où on ne mange plus ensemble en fait. Les sociétés américaines où les gens en fait sont chacun dans leur coin sur des coins de table, sur cette culture du sandwich, mais même ça, c'est politique en fait. Le fait de manger des chips, c'est politique en fait. L'alimentation implique des modes de production, donc elle est forcément politique. Dans le spectacle, il y a beaucoup de références à la colonisation. Est-ce que c'était votre souhait de parler de la colonisation à travers le sujet de la nourriture ? La question coloniale, elle traverse pratiquement tout mon travail. Donc moi, s'il n'y avait pas de colonisation, j'existerais pas. Et c'est aussi le paradoxe, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas de colonisation, j'existerais pas, le mafé n'existerait pas. Finalement, des choses. En fait, on est fait de ça. Donc, s'il n'y avait pas de colonisation, il n'y aurait pas de rock'n'roll. En fait, il n'y aurait pas eu de rencontre, en fait. Même si cette rencontre, elle est violente. Et c'est vrai que moi, je suis animée par cette histoire-là. Parce que c'est l'histoire de ma famille. Elle traverse ma famille, en fait. Durant la procession, il y a de multiples arts qui sont mêlés. On a de la danse, de la vidéo, de la musique, etc. Comment s'est fait le processus créatif ? D'abord, moi, dans mon travail, il y a toujours de la danse, il y a toujours de la musique. Je travaille toujours presque toujours avec les mêmes personnes. Et puis, je ne fais pas de hiérarchie entre les disciplines.
Là particulièrement, c'est vraiment d'abord un théâtre d'assemblage, un travail où on fait dramaturgie avec presque tout. Et puis il y a quelque chose, je suis la conceptrice du projet et la metteuse en scène, la directrice artistique et la maîtresse de cérémonie. Mais c'est quand même un spectacle qui est fait par des personnes, par un collectif. Et chacun a vraiment mis de soi, c'est-à-dire que même les interprètes, même si c'est moi qui ai écrit les textes qu'elles disent, en partie, puisqu'il y a certains textes sont écrits par le romancier Gauze, les interprètes, en fait, elles ont raconté des histoires et moi, je me suis inspirée de ce que je sais d'elles, en fait. Donc, finalement, en fait, c'est un projet qui a quelque chose de collégial. Ok, donc dans le processus de création, vous êtes parti de quoi? Vous êtes parti des textes à la base? Non, je suis partie... En fait, j'ai fait comme quelqu'un qui écrit une thèse, c'est-à-dire j'ai fait des recherches. J'ai convoqué les comédiennes à certaines recherches, à pousser. Elles ont interrogé leurs parents aussi. Leurs parents, elles ont interrogé des histoires qu'on leur avait racontées. Par exemple, l'histoire du riz de Camargue, moi je ne le savais pas avant qu'Angélica, elle me dise, tiens, j'aimerais bien parler de ça. Donc on s'est documenté, on a lu les livres, il y a eu 2 films dessus en fait, et du coup à partir de là j'ai écrit un texte, l'histoire du manioc, enfin je dis les comédiennes mais il y a aussi Alexandre quand il raconte son histoire de manioc, c'est autobiographique en fait. Il y a un filtre littéraire d'écriture mais c'est complètement, c'est tout ce qu'on raconte c'est autobiographique. En fait il y a eu 4 ans de travail, parce qu'il y a les livres, il y a les voyages, il y a eu les voyages de recherche. Parce que en fait, les endroits qui sont filmés, à part la rizière où c'est quelqu'un d'autre en fait qui nous a envoyé des images, mais pratiquement tous les endroits qui sont filmés, les entretiens, ça a été fait pour le spectacle en fait. Il y a eu un déplacement en fait à chaque fois. Et justement pour les entretiens, qui est-ce que vous avez interrogé? C'était des personnes que vous connaissiez? Alors moi, le chant de cacao, c'est pas moi qui l'ai fait parce que j'étais en train de le faire quand j'étais percutée par un taxi en Côte d'Ivoire. Donc ce travail-là a été interrompu pendant 4 mois. Et donc c'est une amie en fait, parce que j'allais avec cette amie qui m'emmenait dans sa famille. Moi, ma famille, elle est productrice d'arachides en Côte d'Ivoire. Donc cette amie m'emmenait dans sa famille qui est productrice de cacao. Donc j'allais avec elle et en fait elle a fait des entretiens bon, il y en avait plusieurs, on en a choisi un, mais elle a fait des entretiens de sa mère, de son oncle, de ses cousins. Alors donc voilà, c'est quelqu'un qui m'est proche en fait, qui a fait... Parce que moi j'étais hospitalisée à ce moment-là. Et à la fin de la procession, le public et les comédiens-comédiennes sortent pour se réunir et manger ensemble le mafé qui a été cuisiné au cours du spectacle. Pourquoi vous avez fait le choix de terminer le spectacle comme ça? La procession, c'est parce que normalement c'était ici. Dans la conception, c'est que les gens mangent dans le décor, regardent les tableaux, enfin les photos, enfin assistent, regardent tout l'installation en fait. Pareil, on est aussi... Je travaillais avec Sylvain Wavran, qui est un artiste... plasticien en fait, on est plus dans l'installation, la performance en fait et là en fait c'est vraiment à cause du Covid qu'on sort. En même temps la procession ça vient vraiment de cette expérience à la Nouvelle-Orléans, parce qu'en fait il y a quelque chose qui se passe toutes les semaines en fait à la Nouvelle-Orléans. Mais pourquoi la Nouvelle-Orléans? Vous avez eu une expérience particulière là-bas? J'ai bénéficié d'une bourse pour aller écrire un autre texte, un autre spectacle à la Nouvelle-Orléans, et en fait je me suis aperçue qu'ils avaient un rapport très intéressant avec la nourriture. Donc j'ai commencé à chercher des choses. Puis après, moi je suis originaire du Sahel et de Normandie. Et en fait, la Nouvelle-Orléans a été fondée par un Normand. Et les esclaves qui ont été importés sont principalement des gens qui viennent du Sahel. Donc voilà, je pense qu'il y a quelque chose aussi où je me sens raccordée en fait. Et donc maintenant, plus globalement, pour vous, quelle fonction a votre théâtre? De la réparation. Ce spectacle-là, c'est un spectacle pour dire les choses, pour les raconter des choses qu'on ne dit pas, forcément, qu'on ne sait pas. De la prise de conscience aussi. Et donc, vous y avez un peu répondu tout à l'heure, mais est-ce que vous diriez que votre théâtre à vous est politique? Oui, il est politique. Il est politique, bien sûr. À partir du moment où on met des gens ensemble pour raconter une histoire, on fait de la politique. Merci beaucoup à Eva Doumbia d'avoir répondu à mes questions. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Hors Scène. Si vous avez aimé ce format d'interview avec des metteurs et metteuses en scène, n'hésitez pas à nous le dire sur Instagram et Facebook. On pourrait éventuellement refaire ce type de format si ça vous a plu. Pour nous soutenir, abonnez-vous au podcast, laissez-nous plein d'étoiles, plein de commentaires et surtout, parlez-en autour de vous lors de votre prochain road trip.
Ce podcast est réalisé en collaboration avec la légendaire Laetitia Leroy, qui s'occupe de nos réseaux sociaux. Merci à elle. Le générique de cet épisode a été créé par Thomas Rodriguez. Merci à lui. Et nous, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. Allez, à bientôt.